Bonjour, donc très heureux de donner ce mini-cours sur un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé ces dernières années. Donc notamment avec Gilles, on a co-encadré Erkan Narmanli en thèse sur les rectangulations et le lien avec les cartes planaires. Et aussi récemment avec des collègues de André Azinowski, Stéphane Fessner et Jean Cardinal, où on a travaillé sur des liens avec les permutations. Donc je trouve que c'est un joli sujet et donc je voulais aussi donner des éléments de contexte autour et parler de la combinatoire et un petit peu d'aléa peut-être à la fin, si j'ai du temps. Donc je commence sur les objets. Donc une rectangulation, c'est une partition d'un rectangle en rectangle, tout simplement. Et donc c'est un objet géométrique, a priori. Et donc il y a donc première chose, c'est qu'on distingue le cas générique, c'est quand il n'y a pas de point où quatre rectangles se rencontrent, se touchent, ce qui sera en général le cadre adopté ici. Et le cas non générique où on autorise justement ces sommets où il y a quatre rectangles qui se touchent. Alors voilà, donc différents contextes, alors un peu aussi d'historique. Alors je sais pas, la première, je sais pas jusqu'où ça remonte, mais voilà, donc par exemple dans le contexte des arts visuels, donc il y avait des jolis tableaux de rectangulation de peintres hollandais notamment. Donc ça c'était voilà, pour un petit peu de contexte culturel. Et au niveau scientifique, alors là, je sais pas la première fois où c'est apparu, mais en tout cas, notamment, c'était dans les puzzles qui consistent à partitionner donc un carré en carrés de taille distincte et de côté entier. Donc là, il y a un site très bien, squaring.net, qui donne aussi l'historique sur ce problème. Donc ça remonte au début du XXe siècle. Et ça, c'est la plus petite solution. Enfin, c'est longtemps resté une conjecture. On pensait que c'était pas possible, peut-être. Et voilà, la plus petite façon de partitionner en carrés distincts. Donc, il y a quand même 21 carrés. Voilà, donc c'est intéressant. Et un autre contexte scientifique, alors qui est un petit peu moins en vogue aujourd'hui, c'est ah, pardon. Ah, pardon. Oui, c'est les côtés. C'est les longueurs des côtés. Donc là, je crois que ça fait 112 x 112. Voilà, donc faut le trouver. C'est vrai que c'est. Donc je pourrais en parler un petit peu d'ailleurs, comment par exemple les cartes aident à trouver des solutions. Alors aussi donc c'était pas mal. Alors là c'était peut-être plus dans les années 90 pour la conception de circuits électriques. Donc on partitionne le circuit en zones et une version simplifiée, c'est qu'on dit que les zones c'est un peu des modules fonctionnels. Et chaque zone, c'est un rectangle, et donc il y a des conditions d'adjacence. Et donc on veut une réalisation. Et en général, il y a aussi des coûts à optimiser, donc c'est plus compliqué, mais enfin, c'était une motivation aussi pour considérer les rectangulations. Et plus récemment, c'est aussi apparu dans des représentations cartographiques simplifiées où les régions sont des rectangles, à peu près, où on veut que les tailles, les aires représentent une information statistique. Voilà, donc ça s'appelle les cartogrammes. Donc ça aussi, j'en reparlerai un petit peu. Et voilà, ça c'est dans le flageolet Sedgwick, c'est aussi un exemple, c'est les quadtries. Donc là, c'est plus quand on a un ensemble de points, et à partir de cet ensemble de points, on va partitionner en cadrans récursivement, et ça va aussi donner une rectangulation. Donc ça, j'en parlerai pas trop, mais enfin, c'est un exemple. Et dans le cours, ça sera plus les aspects combinatoires, notamment énumératifs. Donc c'est assez riche, il y a eu pas mal de travaux, donc je vais couvrir un petit peu aussi l'historique. Et notamment les liens avec les cartes planaires. Donc ça, c'est plus aujourd'hui. Et les permutations, donc plus demain. Et à chaque fois, on peut aussi faire des liens avec les marches dans le quart de plan. Et donc, ça sera principalement bijectif. Et donc, peut-être un petit peu d'aléa. J'avais un peu hésité à mettre dans le titre.
Mais peut-être demain, si j'ai le temps, je voudrais, parce qu'il y a aussi beaucoup de résultats, des résultats très intéressants sur les rectangulations aléatoires, enfin qu'on peut ramener à des résultats sur les rectangulations aléatoires. Voilà. Alors, déjà donc, a priori c'est des objets géométriques, donc pour les considérer comme objets combinatoires, il faut les grouper par classe d'équivalence. Et donc il y a deux façons. Donc il y a une forme forte d'équivalence qui est de dire, en gros c'est toujours, on s'autorise à bouger, enfin on peut voir ça, les segments, on appelle ça des murs d'ailleurs dans le contexte floor plan, bon, qui est dans certains travaux on appelle ça aussi floor plan. Donc ça c'est les murs, donc on s'autorise à bouger les murs. Donc les murs verticaux peuvent bouger à gauche, à droite, les murs horizontaux en haut ou en bas. Et dans la version forte, on veut garder les adjacences entre les régions. Donc là, par exemple, on a bougé celui-ci vers le bas. Ah pardon, alors celui-ci, le rouge là, on l'a bougé vers le bas, mais il ne faut pas trop le bouger parce que on changerait les adjacences. Donc cette région deviendrait adjacente à cette région si on le bougeait trop. Mais on a bougé les deux en fait un petit peu en même temps. Et là aussi, on a bougé un petit peu vers la droite, mais on a bien gardé les adjacences entre les régions. Ça, c'est la version forte. Et dans la version faible, on s'autorise justement à bouger, par exemple, ce mur, on peut le bouger vers le bas et il peut traverser celui-ci. Donc on appelle ça wall slides, donc on voit un petit peu ici. Et ça, c'est la version faible, donc c'est plus grossier comme équivalence. Donc il y a moins de classes d'équivalence dans le cas faible que fort. Et donc, bon, hop, comment ça marche donc dans le cas faible, je ferai un raccourci, je dirais une rectangulation faible, c'est une classe d'équivalence faible, et une rectangulation forte, c'est une classe d'équivalence forte. Voilà. Donc il y a plus de rectangulation forte, puisque c'est plus raffiné. Et donc la rectangulation faible, on peut voir ça comme un système de contact de segments. Hein, donc on peut vraiment dire c'est des segments qui se touchent, mais ils ont une petite épaisseur et donc ils peuvent bouger. Ah oui, pardon, oui. Alors. Pardon. Ah oui, très bon point. Oui, merci. Donc, pour le cas faible, effectivement, ça va passer par une situation non générique. Donc, dans le cas faible, j'autorise une représentation générique, mais en précisant, s'il y a un croisement, je précise qui est le segment qui est, enfin, comment dire. Disons que c'est un peu comme ça. Donc, on dirait, voilà, c'est un peu... dans le cas faible, il y aurait un qui est le segment qui traverse. Quoi. Donc, dans les représentations, on a ça, on a cette information. Tu vois ? Alors que dans le cas fort, c'est vrai que c'est pas le cas. Donc, oui ? Oui, exactement. Oui, très bien, merci. Oui. Et voilà. Et voilà. Et dans le cas fort, effectivement, donc là, on verra plus ça comme un système de contact de boîte rectangulaire avec les adjacences, puisque ça doit être conservé par les. Il n'y a pas le wall slides qui est autorisé, donc on a plus des boîtes qui se touchent. Voilà. Et donc, du coup, il y a bien un nombre fini d'objets en chaque taille. Alors la taille, ce sera toujours n. C'est le nombre de régions. Voilà. Donc n. Et alors, il y a aussi les segments, ce qui joue un rôle important. Quand je dis segments, c'est segments maximaux. Et on peut facilement montrer que s'il y a n régions, il y a n-1 segments, segments. Donc là, il y a, je sais pas, il y a n 7. Ouais, et il y a 6 segments. Voilà, c'est ça. OK. Donc, voilà. Et donc on a deux séquences de comptage. On a les rectangulations faibles
Et les fortes, et bien sûr, il y a plus de rectangulation forte, et donc on verra comment trouver des formules ou résoudre le problème de comptage. Alors pour préciser un petit peu quand même le lien entre les faibles et les fortes, donc bien sûr il y a une surjection qui envoie une rectangulation forte sur la faible, puisqu'il y a moins de... c'est des classes plus grosses, et réciproquement, donc si on a une rectangulation faible, donc c'est assez facile de trouver toutes les représentations fortes associées. Donc c'est simplement que pour chaque segment, il faut spécifier l'ordre des contacts, donc c'est un ordre total. Donc par exemple, on appelle le type, c'est le nombre de contacts de chaque côté. Donc là, il y a 2, i égale 2, j égale 3, et là c'est 4 et 2. Et donc on voit assez facilement qu'en gros, il faut choisir un mélange. Et donc le nombre d'arrangements, c'est un coefficient binomial. Et voilà un petit exemple. Donc là, il y en a un où c'est 3 choix, et l'autre c'est 2 choix, et donc le nombre de représentants, c'est 3 fois 2, et donc en général, c'est un produit de coefficients binomiaux pour chaque segment. Voilà, donc ça précise un peu. Ouais. Il ne peut pas y avoir de contraintes qui impactent des segments, par exemple parallèles, mais qui, à travers les... Tu veux dire là, ça n'a pas l'air de se produire, mais que tu aies deux segments parallèles à des hauteurs différentes, mais qui touchent... et que les types soient contraints par une condition de complexité. Mais qui touchent le même ou... Oui, qui touchent... Ah non, on peut le spécifier indépendamment, et ça sera toujours possible de le réaliser comme une rectangulation. Mais ça viendra d'un algorithme que je vais donner. Est-ce que la forme se démantèle parmi les classes faibles? Quels sont-ils celui qui admet en réalisation où tous les rectangles sont décalés? Oui, ça, on va le voir tout à l'heure. Ouais, on va le voir avec le squaring. Ouais. Oui, ça, je vais en parler. Voilà, donc ça précise un petit peu. Donc, je vais parler du lien là aujourd'hui avec les cartes. À la fois pour le cas faible et fort. Alors déjà, je suis le premier à parler des cartes. Donc, la définition. Donc, une carte planaire. Donc là, je ne ferai pas sur la sphère. Là, ce sera vraiment toujours dans le plan. Donc, c'est un graphe. Alors, on autorise multigraphe plongé, muni d'un plongement donc à considérer à déformation près. Et voilà, donc là, c'est la même carte, mais ici, c'est le même graphe, mais pas la même carte, parce qu'on a fait bouger la petite patte à l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est pour les cartes. Et voilà, en général, pour le comptage, on considère des cartes enracinées. Donc, dans mon cas, ça veut dire on a une arête marquée sur le bord et on l'oriente pour avoir le bord à sa gauche. Voilà. Ça, c'est classique. Donc, je vais du coup... pour faire le lien avec les rectangulations, on aura des cartes qu'on appelle décorées, munies d'une structure en plus. Donc, en l'occurrence, là, on aura les orientations bipolaires. Donc, c'est sur des cartes à deux sommets marqués dans la face externe, qui sont les pôles. Et c'est une orientation acyclique. Et il y a une unique source qui est le premier pôle, le pôle sud, et un unique max ou puits qui est le pôle nord. Voilà. Et dans le cas planaire, on peut montrer que c'est caractérisé par des conditions locales, notamment que sur les sommets, les sortantes et les entrantes forment deux paquets, deux intervalles d'arêtes. Et il y a un peu la condition duale sur les faces, c'est en forme de diamant, c'est-à-dire c'est partitionné en deux chemins dirigés, un à gauche et un à droite. Et aussi, ce qui est joli, c'est qu'il y a une symétrie de dualité, c'est-à-dire qu'on peut associer une orientation bipolaire duale où donc en fait, on peut dire il y a une face externe gauche et droite. Donc dans le dual, il y aura le pôle ouest et le pôle est.
Et à chaque arête, il y aura une arête duale qui connecte les deux faces et qui croise par la gauche. Voilà. Donc ça, c'est bien connu. Et donc, on peut associer, donc là, je pense que ça remonte à justement les travaux de Tutt et ses collègues sur squaring the square. Donc, on peut associer une orientation bipolaire à une rectangulation faible. Donc, pour ça, on va placer un sommet dans chaque segment horizontal, d'accord? Et chaque région va donner une arête qui connecte, disons, le segment inférieur au segment supérieur de la boîte, d'accord? Donc ici, ça donne deux arêtes parce qu'il y a cette boîte ici qui donne cette arête et celle-ci donne cette arête. Voilà. Donc en fait, on a une orientation bipolaire qui va de bas en haut. Et disons, l'orientation bipolaire duale, elle ferait la même chose, mais où ça serait les segments verticaux sur lesquels on place un sommet. Ou encore une façon de le dire, c'est que les segments verticaux bleus correspondent aux faces de l'orientation bipolaire. Alors, ça ne se voit pas forcément très très bien, mais par exemple, cette face triangulaire correspond à ce segment. Donc, on le voit un petit peu ici, peut-être mieux. D'accord. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que... Non, il y a peut-être... Oui, Jacques. Oui, oui. Ah, bah voilà. Donc, en fait, c'est que, tu vois, quand tu as une région comme celle-ci, tu regardes le bord inférieur, et donc, il est inclus dans un segment maximal, horizontal, qui est celui-ci. Donc, je regarde cette région. Donc là, il y a ce segment en bas. Et donc, dans ce segment, j'ai mis un sommet. Voilà. Et c'est pareil au-dessus, j'ai mis un sommet. Et donc, ce que je fais, c'est que je crée une arête qui, en gros, traverse la région et qui connecte le sommet en bas et le sommet du segment en bas et le sommet du segment au-dessus. Voilà. Et donc, je fais ça pour toutes les régions. Enfin, indépendamment pour chaque région. Chaque région me crée une arête, comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est... Ouais. Ouais. Le processus, il est censé être injectif, Oui, ça sera bijectif. On va le voir. Mais oui, il y a un petit algorithme pour... Ça respecte le fait d'être... Enfin, les classes d'équivalence faibles oui, faible. Ouais. Est-ce qu'il y a les flèches? Ah oui, les flèches, c'est important, là. Ouais. Oui. Oui, alors je vais c'est pas évident que c'est surjectif et c'est pas évident que c'est bijectif. Mais on va voir que c'est le cas. Ouais. Est-ce que ça va pour cette... ouais. Voilà. Donc, on voit bien quand même la dualité puisque sur ce petit dessin. Alors, bon, il y a aussi une autre façon d'associer, enfin ça je ne vais pas trop l'utiliser, mais je vais quand même le mentionner, qu'il y a aussi un petit peu, on voit bien l'autodualité, c'est d'avoir une carte dont les sommets correspondent aux segments et les arêtes correspondent aux incidences entre segments. Voilà ce qu'on voit un petit peu ici. En fait, c'est une quadrangulation, ça c'est pas très dur à voir, et c'est muni d'une orientation à deux sortantes, c'est-à-dire que chaque sommet, il aura ces deux sortantes qui vont être, en gros, il va lancer une arête par exemple, vers la gauche, une autre vers la droite, et ce sera ces deux sortantes. Et il aura éventuellement un paquet d'entrantes qui arrive par le dessus, et aussi un paquet d'entrantes par le bas. Voilà. Mais bon, ça, je ne vais pas trop l'utiliser, enfin, je vais le mentionner parce que c'est aussi assez utilisé pour cette correspondance. Voilà. Et donc pour déjà la surjectivité. Donc ça, c'est pas. Voilà. Est-ce que chaque orientation bipolaire peut se réaliser comme
une rectangulation. Enfin, peut être associé à une rectangulation. Alors pour ça, on peut faire du reverse engineering sur, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on associe une orientation bipolaire à une rectangulation faible, donc mettons muni d'un dessin. Ce qu'on voit, c'est que ça va naturellement munir les sommets d'un étiquetage croissant. C'est-à-dire qu'à chaque sommet, on associe la coordonnée Y du segment horizontal associé. Donc, ça fait un étiquetage croissant sur les sommets. Puisque, on a justement orienté dans le sens croissant. Pareil, il y a cette autodualité, donc il y a la même chose qui se passe au niveau des segments bleus. Donc, ça met un étiquetage sur les faces de l'orientation bipolaire. Et il est croissant de gauche à droite. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a une arête, l'étiquette à gauche est plus petite que l'étiquette à droite. Donc ça, c'est observation. Mais voilà, donc on inverse ça. Et parce que... Ah oui, bon, oui. Ah oui, oui. Ah oui, mais là, je voulais dire, c'est une représentation, on regarde une représentation géométrique. Ouais. Ah oui, tu vas changer les étiquettes, là. Ouais. Mais là, on fixe une représentation géométrique et on regarde ce que ça induit sur l'orientation bipolaire. Et donc, ça induit un étiquetage croissant sur les sommets et un autre croissant sur les faces. Alors, sur les sons, il y aura aussi quelque chose un peu comme ça, mais ça sera un petit peu différent. Ouais. Voilà. Et alors, du coup, on peut inverser, parce que si on a une orientation bipolaire, dans un premier temps, on peut faire un peu grossir, en quelque sorte, des courbes horizontales par les sommets, des courbes rouges, et des courbes, en quelque sorte, verticales par les sommets associés aux faces. Et ça nous fait un système de contact topologique, disons. Et après, donc, on peut munir, on sait que c'est acyclique, donc on peut munir d'un étiquetage croissant au niveau des sommets et pareil au niveau des faces. Et du coup, ça va donner, sur les courbes rouges, ça va leur donner une coordonnée Y. Les courbes bleues, ça leur donne une coordonnée X. Et il se trouve que, quand on les dessine comme des segments, ça donne quelque chose de planaire qui représente bien l'orientation bipolaire. C'est bon? Bon, ça c'est... Ah non, il y a toujours ce problème là. Parce que c'est le cas faible. Donc c'est toujours ce truc. Ouais. Ouais, parce que si on commence à dire qu'il faut être sûr de ne pas être générique, c'est un peu... Enfin, ça met une contrainte sur les étiquettes, quoi. Oui. Oui. Oui, mais en fait, c'est le cas strong, en quelque sorte. Justement, on verra que si tu... disons que si tu spécifies un ordre sur les contacts des horizontaux, et que tu dis ça doit être... Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, l'étiquette ici est la même qu'ici, quoi. C'est sans doute ce que tu dis, mais si tu dis que celle-ci est strictement plus petite que celle-ci... non, c'est peut-être pas... Non, c'était ici, pardon. C'était pour celui-ci et celui-ci. On n'a pas dit que c'était le même. Enfin, on n'a pas interdit que ce soit le même. Mais si on force un ordre, il n'y aura pas ce problème de coïncidence. Mais ça, justement, ça sera le cas fort. Ce que je voulais dire, c'est que tout dessin, ça semble évident qu'il existerait une représentation géométrique où les coordonnées des segments rouges, ils sont tous différents et donnés par une suite d'entiers consécutifs. Ah oui, tu as raison, oui. Un tri topologique, oui. Deux segments qui se voient pas, et l'ordre entre les deux, c'est... Oui, d'accord. Oui. Oui, non, mais oui. Non, oui, on peut dire qu'ils ont tous des coordonnées différentes, ouais. Ok. Alors, donc sur les... Ah oui.
sur les cartes sous-jacentes. Donc la question c'est aussi... Ah oui, non, pardon. Alors j'ai oublié de dire un truc. C'est que donc ça dit que c'est surjectif. Et ça dit aussi que c'est bijectif parce que... bon, j'avais dit, en gros, il y a une déformation continue. Mais ça implique que quand on a deux réalisations de rectangulation faible qui correspondent à la même orientation bipolaire, ben en gros, à chacune est associé des étiquetages croissants. Donc il y en a un au départ, un à l'arrivée. Et si on fait le barycentre des deux, donc avec poids-t pour le premier, un moins t pour le deuxième, ben ça restera un étiquetage avec les contraintes de croissance tout du long. Donc ça fera bien une déformation continue. Voilà. Bon, donc pour dire que, enfin, si on définit avec déformation continue, voilà, ça va bien marcher. Donc c'est bien bijectif. Et voilà, après la question c'est aussi quelles sont les cartes sous-jacentes qui peuvent admettre une orientation bipolaire. Et ça, en fait, ça va être les cartes de connexes. Donc, cartes de connexes, c'est des cartes qui n'ont pas de sommet séparant. Donc, sommet séparant, ça veut dire un sommet tel que si je l'enlève, je déconnecte la carte. Alors, disons que la carte associée, sous-jacente, donc en oubliant les orientations, elle pourrait ne pas être de connexe, mais elle devient de connexe si j'ajoute une arête racine qui connecte les deux pôles. Voilà. Ça, donc c'est pas très dur à voir, c'est-à-dire, non, il y a un sens qui est pas très dur, c'est s'il y avait un morceau qui était, par exemple, un petit triangle qui était accroché sur un sommet, comme c'est une orientation acyclique, il y aurait forcément une source ou un puits dans ce petit morceau. Et donc ça contredit que les seuls pôles sont ici et ici. Voilà. Et réciproquement, si c'est deux connexes, il y a des algorithmes qui peuvent calculer une orientation bipolaire. Voilà. Donc ça, c'est une caractérisation. Et alors, en général, une carte de connexe peut avoir plusieurs orientations bipolaires. Le seul cas où c'est unique, c'est quand les cartes, c'est série parallèle. Donc ça, c'est simplement qu'on peut c'est sur les cartes bipolaires, disons, c'est que soit on peut décomposer en série, soit on peut décomposer en parallèle et récursivement. Et au niveau voilà, donc ça, c'est les guillotines, ça s'appelle. C'est les rectangulations associées, donc c'est celles où il y a des segments qui font des coupes qui s'étendent sur toute la largeur ou toute la hauteur et récursivement. Donc on fait à chaque fois des coupes comme ça. Et là, donc c'est assez facile de voir récursivement que du coup, il y a forcément une unique orientation bipolaire de ces cartes. D'accord ? Donc on verra ce cas guillotine aussi pendant l'exposé. C'est un peu un cas simple au niveau énumératif. Et oui, alors il y a aussi le cas fort. Donc là, c'est vraiment la dualité, puisque c'est vraiment le système de contact des boîtes qui donne la combinatoire. Donc il faut prendre la carte duale et puis en gros, on met des couleurs et des orientations. Donc il y a les bleus, c'est les arêtes bleues, c'est qui croisent les petits segments bleus. Les arêtes rouges, elles croisent ce que j'appelle petits segments, c'est les petits segments comme ici par exemple. C'est des arêtes rouges qui vont de bas en haut. Les bleus vont de gauche à droite et on voit assez bien que ça donne en fait deux orientations bipolaires. Donc il y a la bleue qui va de gauche à droite et la rouge qui va de bas en haut et elles se croisent en chaque sommet. Donc chaque sommet, il y a un paquet, le paquet d'arêtes rouges croise le paquet d'arêtes bleues. Et là, on peut montrer que les cartes sous-jacentes, c'est des triangulations du carré. Et c'est pas très dur de voir qu'on peut pas avoir de triangle non vide. Donc en fait, quand on a un cycle de longueur 3, il faut qu'il délimite une face. Voilà. C'est une petite condition, mais c'est la seule. Et donc on peut assez facilement voir qu'il doit y avoir cette condition et réciproquement, il y a des algorithmes qui, si cette condition est satisfaite, qui calculent une structure transverse comme ça. Et
il y a toujours cette histoire de surjectivité, donc c'est un peu pareil, c'est-à-dire dans un premier temps, on peut voir si on a une structure transverse, on se demande si elle est réalisable. Donc sur le dual, on peut voir ça un peu comme un système topologique de contacts où l'ordre des contacts compte. Donc ça, c'est juste le dual. Et voilà, donc il y a aussi un algorithme où on met un étiquetage croissant sur les faces de chacune des orientations bipolaires. Et à chaque fois, ça donne toutes les réalisations associées à une structure transverse. Donc, un peu le même genre de choses. Mais là, ça sera forcément générique, du coup, puisqu'on a un ordre total sur les contacts. Donc là, il ne peut pas y avoir de coïncidence. C'est bon? Alors, oui. Alors, je vais revenir un petit peu sur les liens entre les représentations géométriques, l'interprétation des représentations géométriques dans le cas faible, donc en lien avec ce problème squaring the square. Donc là, cette fois, toujours pareil, en fait, si on a une représentation faible, enfin d'une rectangulation faible, au niveau de la carte de l'orientation bipolaire, donc ça induit un étiquetage enfin, on va pas parler d'orientation bipolaire, on va dire sur la carte de connexe, ça induit un étiquetage des sommets par la hauteur du segment, et on voit ça comme un potentiel électrique. Voilà. Une autre interprétation, c'est les intensités dans le circuit électrique. Ça va être donc chaque arête correspond à une région, et l'intensité, ça sera oui, c'est ça. Ça sera la largeur de la région. Et du coup, ça on voit assez bien que en assignant des courants en fonction des largeurs des boîtes, que ça satisfait bien que la somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Donc, voilà, c'est tout simplement... Voilà, là, il y a un courant. Le courant entrant, c'est la somme des largeurs des boîtes en dessous, et les courants sortants, c'est la somme des largeurs des boîtes au-dessus, donc c'est égal. Voilà. Donc, c'est une façon agréable de visualiser justement ces contraintes des lois de Kirchhoff, en fait. Et alors, une chose aussi, c'est que du coup, chaque boîte, la hauteur, ce sera la différence de potentiel, et la largeur, ce sera l'intensité. Et du coup, la résistance du lien électrique, c'est l'aspect ratio de la boîte dans le dessin. D'accord? Et alors, ça nous dit en fait que le dessin en question, il représente le circuit, donc ça c'est la carte de connexe, avec les résistances qui correspondent au aspect ratio des boîtes. D'accord? Et réciproquement, une telle représentation est unique, mais à carte fixée. Donc ça, c'est pas orientation bipolaire fixée, c'est à carte fixée. Si je dis quels doivent être les aspects ratios des arêtes, enfin des boîtes correspondant aux arêtes, j'ai cette interprétation avec les circuits électriques, et j'ai unicité de la représentation parce que les intensités vont être données par ce qu'elles sont dans le circuit électrique. Mathématiquement, disons qu'il y a un système linéaire qui a une unique solution, qui minimise l'énergie dissipée, enfin voilà. Donc, et voilà, donc ça c'était l'observation dans le Smith-Stone-Tutt. Alors, si je peux conseiller Graph Theory as I Have Known It de Tutt, où il retrace un peu l'histoire de comment parce qu'ils étaient étudiants, ils ont commencé à travailler sur ce problème, et c'est très, très bien écrit et vraiment captivant. Et donc, il retrace cette historique, et notamment
ça leur a permis de trouver des solutions au squaring the square. Alors, si on fait de l'énumération exhaustive de cartes, et à chaque fois on calcule le squaring. Alors, j'ai oublié de dire, oui, enfin, pour square, ça veut dire que les résistances sont 1 sur toutes les arêtes, hein, bien sûr. Voilà, et donc on peut faire de l'énumération exhaustive de cartes et à chaque fois regarder si ça donne un squaring où tous les carrés sont distincts. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le plus petit, il a 21 arêtes. Enfin, donc à l'époque, comme je crois qu'il y a 40 millions de cartes. Donc à l'époque, c'était pas trop accessible. Mais il y avait aussi des astuces de propriétés de symétrie sur les cartes qui permettent un peu de combiner, par exemple. Enfin, on trouve plus facilement des solutions où on ne fait pas une partition d'un rectangle, mais d'un carré, mais d'un rectangle. Donc là, c'est une solution, mais dans le bord externe est rectangulaire. Et on peut les combiner avec des astuces de symétrie sur les réseaux pour faire des solutions dont la boîte est un carré. Donc ça, il en parle justement dans le livre. Voilà. Ok, je sais pas si... Ah oui. Et alors, ouais, c'est vrai que il y a un autre joli théorème sur les représentations. C'est cette fois si au niveau des représentants d'une rectangulation, en fait, si on veut des contraintes d'air sur on veut assigner des airs à chaque boîte. Et en fait, il y a un théorème qui dit qu'il y a existence et unicité de la représentation qui satisfait les airs. D'accord? Donc là, voilà. Si on veut 36 pour celui du milieu, donc au début, il est tout petit, donc il faut le faire grossir pour arriver à la solution. Voilà. Donc, il y a des arguments un peu topologiques pour montrer qu'il y a bien existence unicité. Et il y a une jolie approche. Alors là, c'est un autre modèle physique. C'est avec la pression. Voilà. Donc, on imagine qu'il y a une quantité d'air dans chaque région qui est proportionnelle au nombre qu'on veut atteindre. Donc là, ici, et du coup, chaque région va exercer une pression sur les murs. Ouais. Et du coup, par exemple, ici, le 36 va pousser très fort. Et donc, à l'équilibre, on a... oui, donc la pression, c'est la densité d'air. Et à l'équilibre, on a la même pression partout, et du coup, on aura une solution au problème. Voilà. Et donc, oui. Ah oui, oui. Alors, si on fait... Alors ça, c'est plus, ils bougent tous en même temps. Enfin, le système physique, en gros, ils bougeraient tous en même temps. Oui, il y a un mécanisme sur la position des boucles oui. qui est en fonction de la différence de pression. Et si on la fait évoluer, elle arrive à la solution. Oui. Comme l'évolution temporelle. Oui, oui, ça doit être le cas. Je ne sais pas si ça a été analysé, mais parce qu'on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir des oscillations. Enfin, ça ne doit pas arriver, hein, mais bon. Ouais. Mais en fait, là, donc là, ils en font à partir de cette intuition, ils en font un algorithme. Donc, c'est pas vraiment le système physique, c'est plus à chaque étape, ils choisissent un mur. Et s'il n'est pas à l'équilibre, c'est-à-dire que la somme des forces à gauche est plus forte que la force des forces, alors ils le déplacent à la position d'équilibre. Et voilà, c'est séquentiel et ça converge. Voilà. Donc, il faut montrer que ça converge, mais voilà, il y a une notion d'entropie qui augmente. Voilà, ah, voilà. Et du coup, ça a aussi une application justement pour les cartogrammes dont j'ai parlé. Donc, c'est des représentations cartographiques où les régions ont des formes simples. Bon, ça peut être là, c'est un peu circle packing, mais là, ici, ça sera des rectangles. Et on veut que l'aire de chaque rectangle soit proportionnelle à une information statistique qu'on veut représenter. Voilà.
Et du coup, ce théorème sur les rectangulations faibles, il sera utile ici. Ah, alors, il y a juste un petit souci. Voilà, donc là, on voit sur cet exemple, c'est que on reste sur la même rectangulation faible, mais des fois, on change des adjacences de région. Comme ici, par exemple, là, on a poussé ce segment vers le bas et celui-ci vers le haut. Donc, là, la région rouge est devenue adjacente de la région bleue. Donc, ça, c'est un petit souci. Mais, du coup, il y a une classe de rectangulation qui est intéressante ici, c'est les one-sided, c'est-à-dire c'est celle où, pour chaque segment, il y a un des deux côtés qui n'a pas de contact. Donc là, le problème, c'était qu'il y avait ce segment qui avait un contact de chaque côté, donc il y a eu un wall slide. Et voilà, donc du coup, les segments, les rectangulations one-sided sont bien ici. Et donc un petit exemple, voilà, donc une carte. Là, on fait la version topologique de la carte, où on a en gros choisi, bon, alors là, il faut choisir une région nord-ouest, il y a une région nord-est, etc. sur le bord. Donc on fixe un peu des conditions de bord. Hop, ça nous fait, en prenant le dual, on a une triangulation du carré. Et on regarde toutes les rectangulations fortes associées. Donc les structures transverses, chacune donne une rectangulation forte. Et ici, donc il y en a 3 ici, et il y en a une qui est one-sided. Voilà. Donc elle pourra être utilisée pour les cartogrammes. C'est bon. Voilà. Non, c'est même rare. C'est rare. Ouais. Mais voilà, sur les petits exemples, enfin, il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Parce que là, voilà. En fait, ça aide d'avoir une région qui ne touche pas le bord. Donc, voilà. Donc, plus en taille intermédiaire, que ça a un peu plus de chance. Et voilà. Donc, alors, je vais passer à mon slide un peu plus annonce des résultats, énumératifs. Voilà, donc on a différentes familles de rectangulation. Donc il y a les faibles, les fortes, il y a les modèles de cartes associés, et puis il y a, voilà, donc là donc en fait là les flèches, ça dit qu'il y a une surjection, d'accord. Donc c'est ça qu'on a vu, et en fait on va voir que là, en fait sur les modèles de cartes, il y a une bijection. Donc ça je vais en parler un petit peu peut-être. Et il y a aussi des sous-familles. Donc pour les faibles, il y avait les guillotines. Et là, ce qu'on vient de voir sur les cartogrammes, il y avait les one-sided. Et à chaque fois, on peut aussi les voir comme une condition de préimage unique. Donc là, c'est pour cette flèche, puisque ça veut dire qu'ils sont représentants uniques d'une rectangulation faible. Et là, ils sont représentants uniques d'une carte de connexe. Et alors là, du coup, là, j'ai mis les taux de croissance exponentielle. Donc, en fait, à chaque fois, ça sera des nombres simples, donc soit rationnels, soit quadratiques. Donc, on verra comment obtenir ces comptages. Et voilà, au niveau des statuts, donc il y aura un petit peu alors, il n'y a pas rationnel, mais il y a algébrique. Donc, on verra là ces deux cas d'abord. Ensuite, il y a le cas definite pas algébrique pour les rectangulations faibles. Et les cas donc même non definite pour notamment les rectangulations fortes. Voilà. Peut-être aujourd'hui. Voilà. Et donc je vais commencer déjà par ça. Ensuite expliquer cette bijection et pour comment on arrive à ça. Enfin le comptage. Là, il y aura des formules assez explicites pour les deux premiers cas. Alors déjà le cas guillotine. C'est assez simple, hein, c'est une décomposition récursive algébrique, de type arbre. Donc je vais aller assez vite. Donc guillotine, je rappelle, ça veut dire qu'il y a des cuts soit horizontaux, donc soit verticaux, soit horizontaux, qui s'étendent tout du long de la boîte. Donc mettons que là c'est le cas vertical en haut. Donc là on a deux murs, donc ça fait trois zones à décomposer récursivement. Là, il y a deux des zones qui sont pas vides, et donc où il faut continuer, et on continue comme ça, etc.
Et donc, ça donne un arbre où on a des signes qui indiquent la direction des cuts, qui alternent. Donc, en gros, c'est essentiellement, du coup, 2 fois les arbres en question où il n'y a pas les signes. On choisit juste le signe de la racine. Et la contrainte, c'est que chaque nœud a au moins 2 enfants. Et la variable de taille, donc les régions, ça correspond aux feuilles de l'arbre. Et voilà, donc du coup, la série génératrice, en gros, ça s'appelle les arbres de Schröder. Donc, si on ne met pas les signes, on a cette équation pour la série génératrice. Hein, donc, soit c'est une feuille, soit il y a au moins deux enfants. Et la série génératrice des guillotines, c'est 2 fois ça, parce qu'il faut choisir le signe à la racine. Mais si la racine, c'est une feuille, il n'y a pas 2, il y a juste 1, parce qu'il n'y a pas de signe sur les feuilles. Voilà. Donc, on a juste cette petite soustraction, et on a du coup une équation algébrique assez simple. Donc, c'est les nombres de Schröder qui sont bien connus, et donc on a une asymptotique avec du n-3,5 qui est l'exposant pour les arbres. Voilà, donc ça c'est classique. Oui. Ah oui, tant pour moi, oui. Oui. Donc il y aura 2 cas. Ouais. Voilà. Alors après, donc je disais, on va faire la bijection entre les 2 familles de cartes sous-jacentes. Et pour répondre à ça, aussi une question intéressante, c'est quand on a une carte, comment s'organise l'ensemble des rectangulations faibles sur cette carte, donc une carte de connexe fixée. Donc il y a des résultats, notamment de Patrice Ossonat de Mendes, qui disent que ça forme un treillis distributif. C'est un poset, mais qui a plus treillis distributif. Et alors les opérations de couverture, c'est les moulins, ce qu'on appelle les moulins. Donc ça a cette forme. Donc c'est 4 segments qui ont ces incidences. Et donc il y a en gros les moulins dans le sens direct ou dans le sens indirect. Donc quand on a un moulin, on peut le retourner sans changer les incidences de segments. Enfin, on veut que si 2 segments se touchent avant, ils se touchent toujours après. Et donc l'opération, c'est en gros on échange A et C. On peut dire qu'on fait un miroir gauche-droite pour échanger A et C. Et ensuite on fait un miroir haut-bas pour échanger B et D. Et du coup la zone à l'intérieur, elle a subi un demi-tour. Donc ça, c'est l'opération de couverture. Voilà. Et du coup, l'élément minimal, c'est ceux qui ont tous les moulins dans le sens direct ou indirect. Et donc, en fait, c'est une famille de rectangulations faibles qui sont en bijection avec les cartes de connexe. Voilà. Et on peut faire la même chose après pour le cas des rectangulations fortes. Donc là, on fixe une triangulation du carré. Et on regarde l'ensemble des rectangulations fortes, et ça fait de nouveau un treillis distributif. Et là, les opérations de couverture, donc c'est ici. Alors là, c'est aussi, on transforme un moulin indirect en direct, mais il y a une petite différence, c'est qu'il faut faire tourner d'un quart de tour ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que là, cette fois, ce qu'on veut garder, c'est les adjacences de régions et pas de segments. Donc là, il y a un petit truc à... Oui, pardon. Ouais. Oui. Ah bien vu. Pourquoi? J'ai dû me tromper alors. Non, je pense qu'il y a une erreur dans l'exemple. Ouais. Merci, je vérifierai le... Merci. Oui. Et l'autre, il était là, il est distribué. Ça, c'est vrai. Ouais. Merci. Ouais, j'ai dû oublier une flèche. En tout cas, voilà. Donc donc c'est le quart de tour, et il y a les versions un peu dégénérées où là c'est écrasé, disons, et du coup on n'a pas un carré, mais on a juste un petit segment là,
mais on va le rabattre. Donc c'est aussi, on lui fait faire un quart de tour, mais ça garde bien l'adjacence entre A et C. Et il y a cette version-là. Voilà, donc bon, je passe les détails, mais voilà, c'est les opérations de couverture. Et voilà, donc ce qu'on voit, c'est que les éléments minimaux, de nouveau, c'est ceux qui n'ont pas de moulin direct. Et du coup, et aussi cette condition-là de pas avoir, ces opérations possibles, ça induit qu'au niveau des contacts sur les segments, il y a un ordre qui est canonique, voilà, qui suit, ou par exemple sur les segments verticaux, on a tous les contacts gauche au-dessus et tous les contacts droits en dessous, et pareil sur les segments horizontaux. Et du coup, c'est les mêmes éléments minimaux que pour les cartes de connexe. Voilà. Donc c'est une bijection. Et alors après, donc, le 27 quarts, en haute bijection, donc là, on va partir de ces rectangulations minimales, donc je rappelle ici, et on va associer un arbre ternaire. Et ça, c'est une opération de dualité partielle. Voilà. Donc en fait, on met des sommets blancs ronds dans les régions et des sommets carrés au milieu des petits segments. Voilà. Donc s'il y a n régions, on peut montrer qu'il y a 3n plus 1 petits segments, donc il y aura 3n plus 1 sommets carrés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va les arêtes, on fait 4 arêtes dans chaque région, donc il y a 4n arêtes, et du coup c'est compatible avec le fait que le graphe fasse un arbre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait un arbre, mais seulement quand, justement, c'est minimal. Et donc, c'est facile on voit assez bien que s'il y a un motif interdit avec ces opérations, il sera déconnecté de l'extérieur. Parce que là, du coup, là, l'arête, elle va passer à droite. On ne pourra pas rentrer dedans. Ce qui vient de l'extérieur. Donc, voilà. Donc, ça fait bien une bijection avec des arbres ternaires, mais non enracinés. Et donc, c'est juste, on voit sur les rectangulations des bijections qui étaient déjà connues sur les cartes orientées. Donc, voilà. Et donc, du coup, au niveau du comptage, on retrouve des formules trouvées par Todd dans les années 60 pour à la fois les cartes de connexe et du coup les triangulations irréductibles du carré. Et donc, comme c'est des arbres non enracinés, on a il y en a le 27 quarts et l'exposante, c'est moins 5,5 parce que c'est des arbres non enracinés. Voilà. C'est bon. Voilà, donc ça répond à le deuxième problème. Après, il y a les rectangulations faibles, comptage, donc je disais que ça fait 8 et que ça sera pas algébrique, mais ça sera definite et il y a une formule explicite. Alors, pour faire la bijection, on va s'appuyer sur quelque chose qu'on va encore utiliser la prochaine fois, qui est l'ordre d'épluchage. Donc, c'est un ordre d'épluchage sur les régions. Donc, quand on va le faire pour le vis-à-vis du coin en haut à gauche. Et donc, l'idée, c'est à chaque fois, on va écraser une région en poussant un mur. Voilà. Et donc, quand en fait, ce qu'on écrase, c'est la boîte qui touche le coin en haut à gauche. Donc là, il y a deux cas. On regarde, parmi les deux murs en bas et à droite, on regarde le plus petit mur, en quelque sorte, et on le pousse et on écrase la région. Voilà, c'est montré ici. Donc, voilà. Alors, j'ai du mal avec il est tordu. Voilà. Donc, en fait, ici, je pousse, donc ça sera la région N, et pour continuer, je pousse ce mur, tac, et ensuite la prochaine région en haut qui touche le coin en haut à gauche, ça sera 6. Alors, 6. C'est bon? Ah oui, voilà, parce que là, du coup, ça sera lui qu'on va pousser, et on continue comme ça. Donc, on va comme ça parcourir toutes les régions, et donc ça va les étiqueter dans un certain ordre. Et en fait, en utilisant cet ordre, on peut montrer qu'il y a une représentation géométrique canonique qu'on appelle diagonale, où voilà, enfin on voit un petit peu là, c'est que chaque région intersecte la diagonale par un segment, en gros, de longueur 1, et justement, l'ordre de ces segments correspond à l'ordre d'épluchage.
Et justement, on peut montrer l'existence et l'unicité par récurrence le long de, enfin, en disant si c'est vrai pour n-1, c'est vrai pour n. Et ça, on peut l'utiliser justement maintenant pour faire une bijection. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe justement, on prend cette représentation, on coupe le long de la diagonale et ça fait deux arbres binaires. Voilà, et qu'on appelle jumeaux parce qu'il y a une contrainte. Oups, non, là je me suis trompé. Là, ici, ce qui se passe, c'est que ça croise tout droit, disons. Donc ici, si pour une feuille, si là ça va vers la gauche, bah là ça va aller vers la droite. Voilà. Donc il y a un couplage au niveau des types des feuilles pour ces deux arbres. Donc, oui. Ah, autant pour moi. Ah oui. Je sais pas si peut-être maintenant. Ah voilà. C'est les trucs. Voilà. Donc on a voilà. Et donc en fait ces arbres ils partagent ce qu'on appelle la même canopée. Donc c'est un mot binaire qui donne les types des feuilles quand on les lit de gauche à droite. Voilà. Donc on a un couplage assez fort, mais il y a quand même il reste du choix. C'est pas juste la canopée. Voilà. Donc on appelle ça les paires d'arbres jumeaux. Donc c'était notamment considéré par Duluc-Guibert. Et ensuite, ça nous permet de faire un codage qui va permettre de compter. Donc l'idée, c'est que l'arbre, en fait, chaque arbre, on a un codage avec deux chemins ou deux mots. Il y a le mot de canopée, mais il faut compléter par un autre mot qui va nous dire un peu comment placer aussi les nœuds internes pour faire l'arbre binaire. Voilà. Donc je donne pas trop les détails, mais voilà, c'est des codages de type Narayana. Donc en fait là on a les nœuds internes sont associés aux espaces entre deux feuilles, et quand on remonte, il y a deux types de nœuds. Il y a ceux où le parent est à droite, va vers la droite, et ceux où ça va vers la gauche. Voilà. Donc on associe comme ça un mot binaire. Et puis, on peut assez facilement montrer que la contrainte que c'est un arbre, ça se traduit en le fait que les deux chemins ici, associés au mot, ne se croisent pas. Et on fait la même chose pour l'arbre du bas. Et on aura un chemin pour les nœuds internes de l'arbre du bas. Voilà. Et le chemin du milieu, il dit justement que c'est un arbre jumeau. Donc, il y a les types de feuilles sont les mêmes. Ok, donc voilà. Bon, je détaille pas trop, mais en tout cas, après, une fois qu'on a cette bijection, on peut du coup obtenir une formule de comptage par le lemme de Gesell-Vienno. Donc on a un triplet de chemin non intersectant, donc on fait le déterminant, et ça donne cette formule. Voilà. Donc c'est une formule sommatoire, mais le R, il correspond au nombre de segments horizontaux. Voilà, donc il y a une formule simple quand on fixe le nombre de segments horizontaux et de segments verticaux. Voilà. Et voilà, sinon c'est une somme. Et donc en fait, on peut faire l'asymptotique. Et donc je crois que c'est incompatible avec le fait d'être algébrique, mais avec creative telescoping, donc on peut avoir une équation definite. Alors je crois qu'il n'y a pas d'interprétation bijective connue pour cette équation, mais voilà, on peut trouver. Et donc tout ça, c'est les familles de Baxter, donc il y aura un exercice dessus. Et voilà, c'est celles qui sont comptées par ces nombres, donc en général, elles partagent aussi un arbre de génération, donc, qui sera en exercice. Et voilà, donc il y a une grosse littérature pour donner des bijections entre toutes ces familles de Baxter. Voilà, donc ça c'était pour le cas. Et, oui, alors le 8, il se voit bien en tout cas, parce que voilà. Donc on a 3 chemins, donc à chaque fois on a 2 fois 2 fois 2. Et donc ça donne 8. Et puis il y a la contrainte d'être non intersectant qui nous fait un facteur polynomial. Voilà. Bon. Est-ce que l'exposant est compatible pour être le même que le cartonnaire équipé d'une arbre courant? C'est n-3. Oui, mais il y a des racines, des choses, et en plus ambigu. Ah oui, oui.
je connais pas de bijection de ce type. Ouais. Ouais, je sais. L'autre famille, c'est-à-dire le... Tu avais dit que binomial 3 Sorène, 1,22, 27 sur 4 la puissance, c'était bien une famille de 4, même si c'était des rectangulations. Attends. Ah oui, c'était non enraciné. Oui, oui. C'était des cartes sans orientation. Là. Oui, oui, oui. Non, là, je sais pas. Là, j'ai pas eu d'exemple comme ça qui me viennent. Mais oui, ça serait intéressant, mais je... ah oui. Alors là, je commence... Bon, j'ai 10 minutes, donc peut-être y arriver. Donc en fait, il y a un autre codage des orientations bipolaires. Enfin, il y a une autre bijection avec des marches. Alors cette fois, ce sera des marches dans le quart de plan. Donc ça, cette fois, on va partir non pas d'une rectangulation faible, mais d'une orientation bipolaire. Et donc les marches dans le quart de plan, alors c'est par rapport à l'exposé de ce matin. Donc là, on a des grands pas. Enfin, ça s'appelle les marches tandem et on autorise. Donc il y a le pas sud-est et il y a tous les pas qui vont vers le quart nord-ouest. Donc il y a une infinité de pas. Donc on pourrait dire qu'il y a un nombre infini de marches de longueur n, mais comme on considère des marches où les points de départ et d'arrivée sont fixés, comme on n'a que les pas sud-est pour revenir, puis en plus on est dans le quart de plan, donc ça fait que si on est en longueur fixée, donc il y a bien un nombre fini de marches. Et voilà, et alors le codage, il va être un peu plus fin, parce qu'il va permettre de contrôler les types des faces de l'orientation bipolaire. Donc sur les systèmes de segments, c'est les types des segments verticaux. Donc là, j'ai vu qu'on a par exemple ça. Voilà. Donc on va pouvoir contrôler les types, donc ça sera un peu plus fin. Et ça sera utile aussi pour faire le cas des rectangulations fortes. Voilà, donc ça c'est pour les correspondances. Alors la bijection, je vais aller assez vite parce que voilà. Donc en fait on part d'une orientation bipolaire qui est juste réduite à un chemin. Et l'idée c'est à chaque fois qu'on lit un pas de la marche, on va ajouter quelque chose. Alors il y a les pas sud-est, ils vont juste. Alors à chaque étape en fait l'état courant ce sera une orientation bipolaire avec une arête marquée sur le bord droit. Et on a la coordonnée courante dans la marche, c'est x, y. Et x, l'interprétation, c'est la longueur du bord en dessous de l'arête marquée. Y, c'est la longueur au-dessus. Alors, il y a deux cas. Si on lit un pas sud-est, on fait remonter l'arête marquée. Donc, c'est un peu comme une fermeture éclair. Et du coup, on voit bien que ça fait augmenter x et baisser y. Donc, c'est le pas sud-est. Et sinon, il y a tous les pas qui vont dans le quart nord-ouest, et ça, on appelle ça des pas de type face. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accroche une face de type IJ en accrochant l'arête en haut à gauche sur l'arête marquée. Et on met à jour l'arête marquée comme étant celle en bas du bord droit. Voilà. Et c'est assez facile de voir que l'effet sur X et Y, c'est d'ajouter moins IJ. Bon. Et voilà, donc on fait ça, et ça donne une bijection. Et ah oui, j'ai oublié de dire, donc comme on termine en 0B, la marche, ça nous dit que l'arête marquée à la fin, elle est tout en haut à droite, et la longueur du bord, c'est B plus 1. Donc ça code plus généralement en contrôlant aussi les longueurs du bord gauche et du bord droit. Voilà un petit exemple. Donc là, au début, on a un pas nord, donc on ajoute une petite face triangulaire. Après, on a deux pas sud-est, donc on fait remonter 2 fois l'arête marquée. Après, on a un pas nord-ouest, donc on accroche une face carrée. Et dernier pas sud-est, donc on remonte un coup et on termine. Voilà. Et donc pour l'inverse, on peut inverser assez facilement, enfin voir que tout ça c'est inversible. Et on peut éplucher l'orientation bipolaire et lire la marche de la fin au début. Et on peut aussi le faire en faisant un parcours d'un arbre associé
à l'orientation bipolaire. Alors, bon, là, je vais peut-être passer, mais enfin, on peut voir facilement que c'est en bijection avec les triplets de chemin non intersectants, donc c'est cohérent. Et donc, ce qu'on a, c'est pour les rectangulations faibles, donc on a un diagramme bijectif. En passant par les arbres jumeaux, on a une bijection, une première bijection. Mais on peut aussi passer par l'orientation bipolaire et la marche tandem. Et ça fait un autre chemin bijectif. Et en fait, ça donne aussi un codage, mais raffiné, dans le sens qu'on contrôle aussi les types des segments verticaux. Et du coup, on va pouvoir l'utiliser, enfin, inspirer de l'utiliser pour coder aussi les rectangulations fortes. Alors, c'est un peu plus rigide, donc on n'a pas de représentation géométrique canonique parce qu'il y a cette rigidité qu'on ne peut pas choisir les ordres des contacts. Alors, on pourrait, enfin, un truc qui ne marche pas, c'est d'utiliser l'orientation bipolaire associée à la rectangulation faible. Alors, le problème, c'est que, comme j'avais dit, ça va être la multiplicité, ça va être un produit de binomiaux, donc on va multiplier ça par le binomial I plus JI, les verticaux, donc ça, on le contrôle par le codage KMSW, mais il faut aussi multiplier par un binomial pour les segments horizontaux. Mais ça, on ne le contrôle pas, puisqu'on ne contrôle pas les types des sommets. Voilà. Donc ça ne marche pas. Mais on peut utiliser une autre orientation bipolaire, qui est l'orientation bipolaire rouge, qui est duale des arêtes rouges. Hop. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, cette orientation bipolaire rouge, elle code les arrangements au niveau des segments horizontaux. Donc, on est tranquille pour ça. Et on peut coder, du coup, aussi les arrangements pour les segments verticaux parce que ça correspond au type des faces de cette orientation bipolaire rouge. Voilà. Donc, une façon de dire, c'est qu'il faut choisir comment trianguler l'intérieur des faces rouges et ça va être donné justement par ce poids binomial. Et du coup, on a bien un modèle de marche dans le quart de plan pour les rectangulations fortes. Donc, c'est des grands pas. Donc ça peut être un peu compliqué. On peut le transformer en un modèle à petits pas bitype, c'est-à-dire il y a deux types de points dans la marche. Et je donne juste l'équation fonctionnelle, c'est un peu compliqué, mais enfin, voilà, on peut un peu travailler l'équation fonctionnelle, arriver à ça. Mais voilà, le cas, il est cubique. Donc pour ce matin, c'est un cas cubique. Donc, je sais pas trop si on peut faire des choses là-dessus. Mais pour dire que on peut quand même, avec des considérations de proba, dire que la séquence ne sera pas definite. En fait, pour ça, il y a une méthode automatique qui permet de calculer l'asymptotique des excursions dans le quart de plan pour n'importe quel ensemble de pas. Enfin, avec peut-être des conditions de queue exponentielle, mais il n'y a pas de conditions. Sur le groupe de la marche, c'est assez général. Et ça nous permet de trouver l'asymptotique pour le nombre de marches pour chacun des deux modèles. Bon, là, on peut le faire parce que on a une formule, mais là, donc, on utilise ce résultat. Et donc, on trouve que le taux de croissance exponentielle, c'est justement le 27,5. Et on a aussi une expression pour donc, c'est 1 sur pi sur arcos de 7/8. C'est un truc... Mais ça, c'est donné justement par ce résultat probabiliste. En fait, bon, un peu l'idée, c'est que on peut associer au modèle... Enfin non, c'est déjà, si on a une marche
avec des pas, alors qui satisfont des conditions que le drift est nul, donc qui part pas dans une direction asymptotiquement, et aussi que la matrice de covariance c'est l'identité, donc c'est isotrope, on va dire. Alors, on a une estimée pour le temps de sortie, avec justement un coefficient de correction polynomiale, donc qui correspond à celui-ci. Et notamment, ce qui nous intéresse, comme on compte des excursions dans le quart de plan, c'est la probabilité que au temps n, on ne soit pas encore sorti du quart de plan et qu'on revienne en 0 au temps n. Voilà. On a ce genre d'estimée. Voilà. Et donc, à partir de ça, donc il y a un critère dans Bostan-Rachel-Salvi. Donc déjà, cette approche, pour montrer que c'est non différent, c'est Bostan-Rachel-Salvi, donc en s'appuyant sur Denisov et Vartel qui montrent ça, et qui donne aussi un critère pour dire que voilà, quand θ c'est l'arcos d'un nombre algébrique, il y a un critère, enfin, à partir du polynôme pour le nombre algébrique, on peut voir si c'est rationnel ou pas. Donc là, on peut tester, voir que c'est pas rationnel, et du coup, que la séquence n'est pas definite. Bon, donc là, et je donne, bon, je sais pas si j'ai 1 minute, mais à 3. Voilà, donc l'idée c'est comment avoir l'asymptotique pour une marche. Alors déjà, comment trouver le taux de croissance exponentielle, donc le gamma. Donc l'idée, c'est simplement une borne de Coll. C'est même voilà. Si on regarde le nombre de marches, même pas forcément dans le quart de plan, de longueur n qui finissent en ij, et qu'on a le polynôme ou la série associée au pas, d'accord, donc on a un ensemble de pas, donc on a cette relation que voilà, si on fait n pas, donc on a la série génératrice pour n pas, c'est juste la puissance énième de la série génératrice pour un pas. Et du coup, pour les excursions, là, ça veut dire en particulier, si x et y sont positifs, la somme, c'est au moins la contribution pour i égale j égale 0. Et cette contribution, c'est an 0, 0. Donc, c'est le nombre d'excursions. Et du coup, c'est plus petit que s de xy puissance n. Et du coup, pour rendre la borne la meilleure possible, on va minimiser s de xy. Et voilà. Et donc, c'est ça la borne de Coll. Donc, on minimise et ça nous donne la meilleure borne. Et en général, ce sera le taux de croissance exponentielle. Et ensuite, voilà. Donc on peut le faire pour les marches tandem. Donc on sait qu'on va avoir 8. Et effectivement, on peut trouver assez simplement le minimum et effectivement voir que le S minimal, c'est 8 en ce point. Hop. Et alors aussi, le fait d'être minimal, c'est assez facile de voir que ça implique que si on considère la marche repondérée par justement les xy qui minimisent, c'est-à-dire que chaque pas il va être pondéré par le x0 puissance le delta abscisse fois le y0 puissance le delta ordonné, et on divise par le s qui est la normalisation, et cette marche a un drift 0, donc elle ne s'échappe pas dans une direction. Donc on peut appliquer Denisov et Vartel. Il faut juste aussi se ramener à une marche dont la matrice de covariance c'est l'identité. Et ça, en général, donc ça demande de faire une déformation, donc shear. Donc si on part du quart de plan, on fait cette déformation pour arriver à l'identité et ça nous donne l'angle d'ouverture du cône. Donc là, on peut voir que ça va faire pi sur 3, donc ça va bien donner le n-4. Donc on peut le faire aussi pour les marches, pour les rectangulations fortes, et c'est comme ça qu'on a le résultat. Voilà. Donc, j'ai arrêté.